J'allais fêter mes 40 ans, lors d'un mardi tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Marine s'était comportée différemment, tout au long de la semaine, se montrant plus douce et plus attentionnée. Elle effleurait mon épaule, lorsqu'elle passait près de moi dans la cuisine, et m'embrassait sur la joue, juste avant mon départ pour le travail. Et un soir, alors que j'étais assis dans un fauteuil avec un livre, elle s'est simplement approchée, et a posé sa tête contre mon épaule, en silence, sans la moindre raison. Je me suis alors dit que c'était pour ça, pour cet instant précis, que l'on tenait bon. 12 ans de mariage, ce n'est pas juste une durée. C'est une vie entière, à l'intérieur d'une autre vie, avec ses propres hivers, et ses propres redoux. Et j'ai pensé que nous entrions, enfin, dans une saison plus chaleureuse. Le matin de mon anniversaire, sans même quitter le miroir des yeux, elle m'a annoncé qu'un dîner spécial nous attendait le soir. Elle avait déjà réservé une table, et inviterait peut-être, au passage, quelques amis proches. J'ai hoché la tête, j'ai mis mon manteau, et je suis sorti, emportant ces paroles avec moi, comme quelque chose de fragile, et d'une valeur inattendue. Au bureau, on m'a félicité tout au long de la journée. Damien, mon patron, et l'une des rares personnes que je considérais vraiment comme un ami, m'a laissé rentrer chez moi dès 15 heures. Il m'a dit d'y aller, en me tapant amicalement sur l'épaule. Il a ajouté qu'on n'a 40 ans qu'une seule fois, et qu'il fallait au moins fêter ça ailleurs que derrière un bureau. J'ai ri, j'ai dit au revoir à tout le monde, et je suis sorti dans la rue, où régnait un air froid d'octobre, avec cette odeur de feuilles mouillées, et de feux lointains. Sur le chemin, je me suis arrêté chez un fleuriste. Je suis resté un long moment devant la vitrine, à observer les roses, les chrysanthèmes, et certaines branches exotiques aux fleurs blanches, dont j'ignorais le nom. Finalement, j'ai opté pour des gerberas jaunes. Marine m'avait dit un jour, tout au début de notre histoire, alors que nous apprenions encore à nous connaître, que la couleur jaune symbolisait l'amitié, bien avant de signifier l'amour. Je m'en étais souvenu. En fait, je retenais absolument tout ce qu'elle disait, lors de ces premières années, car à l'époque, chacun de ces mots me paraissait crucial, et digne d'être conservé. Je voulais lui rappeler, à travers ce bouquet, que nous étions toujours amis. Je voulais lui montrer que sous tout le reste, sous la routine, la fatigue, les années de dîner silencieux, et les baisers habituels avant de dormir, sous tout cela, quelque chose d'authentique continuait de vivre. Je traversais la cour de notre immeuble, en imaginant à quoi ressemblerait cette soirée. Le restaurant, le vin, et son rire à travers la table. Peut-être allions-nous parler de choses importantes, comme avant. Peut-être poserait-elle sa main sur la mienne, comme elle le faisait dans nos premières années, juste comme ça, sans raison, par simple envie de me toucher. Notre immeuble est ancien, et il n'y a pas d'ascenseur. Je montais au 4e étage, lentement, en tenant le bouquet avec précaution, presque solennellement, comme si je portais une chose qu'il ne fallait surtout pas faire tomber. Au 3e palier, j'entendais déjà ma propre respiration. Au 4e, je me suis arrêté, parce que j'ai entendu un rire. Au début, je n'ai pas compris, même si le son m'était familier. C'était sa voix, son intonation, cette joie haletante et si particulière, qui apparaissait chez elle, quand quelque chose lui paraissait vraiment drôle. J'avais entendu ce rire 1 millier de fois. J'aimais ce rire, mais en dessous, il y avait un autre son. Un son grave, masculin, qui riait également, et qui semblait tout aussi détendu. Le rire d'un homme qui se sent bien ici, un homme qui est ici chez lui. J'ai sorti ma clé, et j'ai ouvert la porte, aussi silencieusement que possible. Je me suis moi-même étonné de ce silence. D'où m'est-il venu, à cette seconde précise? Pourquoi n'ai-je pas ouvert la porte à la volée? Pourquoi n'ai-je pas crié? Pourquoi n'ai-je rien fait de ce qu'un homme normal aurait sans doute fait? Je ne sais pas. Je suppose qu'une partie de moi savait déjà, s'en doutait déjà, et voulait tout voir jusqu'au bout, avant de s'autoriser à ressentir quoi que ce soit. J'ai avancé dans le petit couloir. La porte de la chambre était entr'ouverte, à peu près à moitié, juste assez pour tout voir. Marine était assise de côté, sur les genoux de Clément. Clément, mon collègue de bureau, l'homme avec qui j'allais déjeuner tous les jours depuis 6 ans. L'homme qui m'avait serré la main, lors des funérailles de mon père, en me disant que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je n'avais qu'à demander. Celui qui m'avait un jour emprunté de l'argent, et qui me l'avait rendu. Je m'étais alors dit que c'était bon signe, et que cela disait quelque chose d'important sur sa personnalité. Il était assis sur notre lit,
dans notre chambre, avec ma femme sur ses genoux. Il regardait son téléphone, et il riait de quelque chose, que je ne connaîtrai jamais. Marine portait une robe bleue. Cette même robe, qu'elle avait achetée 2 semaines plus tôt, et qu'elle avait rangée dans le placard, en m'affirmant qu'elle la gardait pour notre fameuse soirée spéciale. Elle lui allait à la perfection. Elle était coiffée, bien maquillée. Elle s'était préparée pour lui, bien avant notre dîner, avant notre fête, avant moi. Je suis resté là, à regarder, pendant peut-être 3 ou 4 secondes. Ce fut amplement suffisant. Le cerveau photographie ce qui est important, avec une précision impitoyable, sans demander la permission, et pour toujours. J'ai mémorisé l'angle de la lumière, qui tombait de la fenêtre. J'ai mémorisé la façon, dont sa main reposait sur l'épaule de cet homme. J'ai mémorisé l'oreiller froissé dans le coin du lit, et le verre d'eau posé sur ma table de chevet. Sur ma table de chevet, de mon côté, un verre que je n'avais pas posé là. Ensuite, j'ai fait un pas en arrière. Puis un autre. J'ai tiré doucement la porte d'entrée vers moi, jusqu'à ce qu'elle se referme dans un léger clic, à peine audible. Je suis redescendu, et je me suis assis dans ma voiture. J'ai posé les gerberas jaunes sur le siège passager, juste à côté de moi. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé, je n'ai pas hurlé dans l'habitacle vide. Je suis simplement resté assis, à fixer droit devant moi cette cour grise, les arbres dénudés, et une femme avec son chien, qui marchait sur le trottoir, sans se douter de rien. Et à l'intérieur de moi, quelque chose s'est refermé, très lentement, et de manière très définitive. Et puis, j'ai commencé à réfléchir. Je suis revenu 2 heures plus tard. Cette fois, en faisant du bruit. J'ai fait tinter mes clés dans la serrure, de façon intentionnelle. J'ai ouvert la porte en grand. Mes talons ont résonné dans le couloir, avec cette lourdeur confiante, qui annonce que le maître de maison est de retour. J'ai même toussé dans l'entrée, une toux théâtrale et totalement inutile, mais qui a parfaitement rempli son rôle. J'avais besoin qu'elle m'entende, avant même de me voir. L'appartement était impeccable. Pas seulement rangé, mais véritablement parfait, avec cette minutie stérile, qui constitue en soi un aveu de culpabilité. Les coussins du canapé étaient disposés de manière symétrique. Dans la cuisine, il y avait une odeur de pâtisserie. Des bougies trônaient sur la table, ainsi qu'un gâteau surmonté de 40 bougies, pas encore allumées, et décoré avec un tel soin, qu'on voyait tout de suite qu'elle avait fait des efforts. Marine se tenait près de la cuisinière, vêtue d'un tablier, et quand je suis entré dans la cuisine, elle s'est retournée avec un sourire. Un sourire que, j'en suis certain, elle avait longuement répété, pendant que je montais les escaliers. Elle m'a doucement murmuré le mot surprise. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé le gâteau, les bougies, et cette fameuse robe bleue, qu'elle n'avait pas enlevée. Elle avait simplement enfilé son tablier par-dessus, comme si cela pouvait y changer quoi que ce soit. Je lui ai répondu qu'elle ne l'imaginait même pas, et je l'ai embrassée sur la joue. Sa joue était chaude. J'ai senti le parfum de ses affaires, ce parfum spécifique, qu'elle ne portait pas tous les jours, mais uniquement pour les grandes occasions. Cela signifiait qu'il avait, lui aussi, senti ce parfum aujourd'hui. Cela signifiait que cette grande occasion n'avait pas commencé à mon arrivée. Nous nous sommes mis à table. Marine a parlé presque tout le temps, de son travail, de son amie Léa, et d'un magnifique manteau qu'elle avait vu en magasin, mais dont le prix était totalement exorbitant. Des mots ordinaires, des mots du quotidien. Elle était animée, légèrement nerveuse, et cette nervosité la trahissait bien plus que n'importe quel silence. Je mangeais, je hochais la tête, et je répondais parfois brièvement. Elle a pris mon silence pour de la fatigue, pour de la retenue masculine, pour une soirée normale après une journée normale. Marine faisait toujours ça. Elle comblait mon silence par ses propres explications, et m'inventait des excuses, que je ne lui donnais pas. C'était sa façon de ne pas remarquer, ce qu'elle refusait de voir. Elle a soufflé les bougies du gâteau avec moi, bien que ce soit mon anniversaire. Je la lui ai laissé faire. Cette nuit-là, allongée à côté d'elle dans le noir, et écoutant sa respiration régulière, car elle s'était endormie rapidement, avec le soulagement d'une personne qui a survécu à une journée dangereuse, j'ai pris ma décision. Une décision qui n'était ni passionnée, ni désespérée, mais froide, et d'une précision clinique, comme un diagnostic médical. Je n'allais pas faire de scandale,
je n'allais pas jeter d'assiettes contre les murs, je n'allais pas débarquer chez Clément, pour lui dire tout ce que je pensais. Tout cela aurait été bien trop rapide, bien trop bruyant, et surtout, bien trop miséricordieux. Les personnes qui infligent de la douleur en silence, méritent qu'on leur réponde exactement avec la même monnaie. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat depuis ma voiture, pendant que Marine dormait encore. Maître Lefebvre travaillait avec mon père depuis 20 ans, et il savait tout ce qu'il y avait à savoir sur notre famille. Je lui ai exposé la situation brièvement, sans mots superflus. Il m'a écouté, m'a posé 3 questions très précises, et m'a dit de venir le voir le jeudi suivant. Je suis arrivé ce fameux jeudi, avec un dossier rempli de documents, et le visage parfaitement calme. Ensuite, il y a eu la banque, puis le comptable. Un homme âgé du nom d'Antoine Morel, qui gérait mes comptes depuis 7 ans, et en qui j'avais confiance, de la même manière que je ne fais confiance qu'aux personnes, qui ont été éprouvées par le temps, et par l'argent des autres. J'ai étudié chaque document, chaque contrat, chaque ligne de ce qui m'appartenait avant le mariage, et qui restait mien aux yeux de la loi. L'appartement avait été acheté à mon nom, 2 ans avant notre mariage. L'apport initial provenait de l'argent de mon père. Tout cela était parfaitement documenté. Tout était rangé dans les bons dossiers, et dans le bon ordre. J'ai toujours été un homme très méticuleux. La vie, ou plus exactement ce mardi-là, m'a enfin expliqué pourquoi. Au cours des 6 semaines qui ont suivi, j'ai transféré l'argent de notre compte commun, de manière méthodique et légale. Je l'ai fait par petites sommes, dans les limites de ce qui était juridiquement justifiable, comme étant ma part personnelle, accumulée bien avant nos biens communs. Pas le moindre faux pas, pas la moindre faille. Je ne volais rien. Je reprenais simplement, et très proprement, ce qui m'appartenait. Au travail, je me comportais comme si de rien n'était. J'étais particulièrement chaleureux avec Clément. Je lui apportais son café le mardi et le vendredi, je m'intéressais à ses projets, et je riais de ses blagues juste ce qu'il fallait, pour que l'homme se détende, et cesse de sonder le terrain. Et puis, lors d'une réunion, quand la question s'est posée de nommer un directeur pour un nouveau projet d'envergure, j'ai prononcé son nom en premier. Avec assurance, sans aucune hésitation, avec l'intonation sincère d'un homme, qui recommande un collègue parce qu'il croit en lui. Et j'y croyais. Je croyais fermement au fait qu'il allait couler. Ce projet était un piège magnifique, dont seuls ceux du sommet connaissaient l'existence. Le client, une grande entreprise de construction, négociait déjà la résiliation du contrat. En interne, seules 3 personnes le savaient, et j'en faisais partie. Ce projet allait s'effondrer publiquement, bruyamment, avec le nom du directeur inscrit sur chaque rapport d'échec. J'y ai inséré le nom de Clément, avec le même calme que l'on met pour signer une carte d'anniversaire. Marine, de son côté, vivait sa vie habituelle. Elle s'était même montrée un peu plus tendre avec moi, durant ces quelques semaines. Elle cuisinait plus souvent, me posait des questions sur mon travail, et me prenait parfois par le bras lors de nos promenades. Je ne sais pas si c'était par culpabilité, ou simplement par soulagement, de voir que l'orage qu'elle redoutait, n'avait finalement pas éclaté. Plus tard, par des connaissances communes, j'ai appris ce qu'elle avait confié à Clément. Elle lui avait dit qu'Hugo était devenu beaucoup plus calme ces derniers temps, qu'il semblait presque heureux. Ils s'étaient tous les deux calmés, persuadés qu'ils avaient échappé au pire. Ce fut leur plus grande erreur. Croire qu'un homme silencieux est un homme aveugle. Penser que l'absence de réaction équivaut à un manque de compréhension, et se dire que si un homme ne crie pas, c'est qu'il ne sait rien. Moi, je savais tout depuis la première seconde. Depuis ce moment précis, où je me tenais dans l'encadrement de la porte, en regardant la lumière tomber sur leur visage rieur. J'ai simplement choisi le bon moment. Le vendredi matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude. Marine dormait encore. Elle dormait toujours sur le côté droit, face au mur, avec une main sous la joue, comme une enfant. Je l'ai regardée pendant quelques secondes, depuis le seuil de la chambre. Ni avec tendresse, ni avec haine, mais avec cette sensation de vide si particulier, qui s'installe quand un homme a déjà tout décidé, et que sa décision repose en lui, aussi calme qu'une pierre au fond d'une rivière. Ensuite, je suis allé dans la cuisine, j'ai préparé du café, et je l'ai bu debout près de la fenêtre, en observant la cour grise de ce mois de novembre. En bas, les arbres avaient perdu leurs feuilles depuis longtemps, et la terre était gelée. Marine est apparue dans la cuisine à 7h20, plissant les yeux à cause de la lumière, vêtue d'un vieux peignoir,
et les cheveux ébouriffés. Elle s'est versée du thé. Je me suis retourné, je l'ai regardée, et je lui ai souri. Un sourire serein, familier, comme sourient les gens qui vivent ensemble depuis 12 ans, et qui se connaissent par cœur. Je lui ai souhaité un bon matin. Elle m'a répondu pareil, en tenant sa tasse des deux mains. Je suis allé mettre mon manteau, j'ai pris ma mallette, je me suis approché d'elle, je me suis penché, et je l'ai embrassée sur le front, lentement, sans me presser. Je lui ai dit que je l'aimais. Ce fut la dernière vérité, que je prononçai entre ces murs. Car je l'aimais vraiment, ou, plus exactement, j'aimais la femme qu'elle avait été, ou celle que je croyais qu'elle était. Cet amour reposait désormais en moi, comme une vieille fracture. Elle avait guéri, mais l'os avait changé de forme. Elle m'a souri en me regardant partir, et j'ai fermé la porte. À midi tapante, Maître Lefebvre a déposé les documents officiels. J'avais engagé un détective privé dès le début du mois d'octobre. Un homme calme, d'un certain âge, qui s'appelait Victor. Il faisait ce genre de travail depuis 20 ans, et regardait le monde avec l'indifférence professionnelle d'un homme, que plus rien ne surprend. Je lui avais brièvement expliqué la situation. Il avait hoché la tête, annoncé son tarif, et 3 semaines plus tard, il m'avait apporté un dossier. Des photos, des dates, et des adresses. Pendant tout ce temps, alors que j'apportais le café à Clément, et que je souriais à Marine lors de nos dîners, Victor faisait son travail. Il s'est avéré qu'il ne se voyait pas seulement dans notre appartement. Il s'est avéré qu'ils se voyaient souvent, et que la prudence n'était vraiment pas leur point fort. Ce dossier a été joint à la procédure de divorce, en tant que preuve accablante. À 14 heures, un coursier a remis les documents à Marine, directement dans le café où elle travaillait comme administratrice. Je n'avais pas spécialement prévu que cela se passe là-bas. C'était simplement l'adresse indiquée sur les papiers, comme étant son lieu de travail. Mais plus tard, quand on m'a raconté les détails, qu'elle était assise derrière le comptoir, que 2 de ses collègues se tenaient juste à côté, qu'elle a mis du temps à comprendre ce qu'elle tenait entre les mains, et que lorsqu'elle a compris, elle est devenue si pâle, que l'une des filles a cru qu'elle faisait un malaise, je n'ai ressenti absolument aucun regret. Elle avait choisi l'humiliation publique, le jour même où elle avait enfilé cette robe bleue, en m'attendant. Moi, j'avais simplement choisi le lieu. Entre 14 heures et 18 heures, elle m'a appelé 41 fois. Je connais le chiffre exact, car je comptais les appels, non pas par malice, mais avec ce même intérêt froid, avec lequel on observe l'inévitable se dérouler sous ses yeux. J'ai répondu une seule fois, à 17 heures précises. J'étais assis dans mon nouvel appartement, à l'autre bout de la ville. Un appartement que j'avais loué 3 semaines auparavant, et dans lequel j'avais progressivement, sac après sac, transféré toutes mes affaires importantes, pendant qu'elle croyait que je m'attardais au travail. C'était un appartement modeste, lumineux, et c'était le mien. Elle hurlait dans le téléphone, avec une voix brisée et méconnaissable, me demandant comment j'avais pu faire ça en silence, pourquoi je n'avais rien dit, et pourquoi je ne lui avais pas parlé. J'ai attendu qu'elle termine, puis je lui ai répondu, d'une voix calme et totalement sereine, que j'avais fait exactement comme elle. Et j'ai raccroché. La procédure judiciaire a été très rapide. L'appartement, ce même appartement au 4e étage sans ascenseur, où j'avais monté ces fleurs jaunes ce fameux mardi, était à mon nom depuis bien avant notre mariage. Il avait été acheté avec l'argent de mon père, ce qui était prouvé par des documents, que j'avais pris soin de conserver à mon bureau, et non à la maison. Marine n'avait aucun droit légal dessus. Son avocat a bien essayé de trouver des failles. Je l'ai remarqué aux questions posées lors des audiences, mais il n'y avait aucune faille. J'étais un homme très méticuleux, comme je l'ai déjà dit. À la fin du mois de novembre, Marine a déménagé chez sa mère, dans un petit 2 pièces en banlieue, là où elle avait grandi, et d'où elle avait tant rêvé de s'échapper autrefois. Je l'ai appris par des connaissances communes, qui n'avaient pas encore compris, que nous n'avions plus rien de commun. Clément s'est effondré en décembre. Le contrat avec l'entreprise de construction a été résilié le 14 du mois, de manière fracassante, avec des réclamations, et une menace de poursuite judiciaire contre notre cabinet. Tous les protocoles internes de ce projet désastreux portaient sa signature. Chaque rapport, chaque validation, chaque mauvaise décision prise. Tout cela pesait sur les épaules de Clément, de façon aussi solide que je l'avais calculé. Il n'a pas été licencié immédiatement, ce n'était pas nécessaire. Il a simplement été déplacé.
on l'a éloigné des salles de réunion, on lui a retiré l'accès aux clients clés, on lui a donné un bureau près de la fenêtre, dans le coin le plus éloigné de l'open space, avec un poste qui sentait la fin de carrière à des kilomètres. Il a tenu 4 mois. En mars, il a posé sa démission, et d'après ce que j'ai entendu, il est parti chercher du travail dans une autre ville, là où son nom ne signifiait encore rien. Marine s'attendait à ce qu'il lui demande de le suivre. Elle s'attendait à ce que, après tout ce qui s'était passé, après qu'elle ait perdu son appartement et son emploi, car elle avait fini par démissionner, incapable de supporter la pression, il se montre à la hauteur, et prouve qu'il en valait la peine. Elle attendait qu'il lui tende la main. Il ne l'a pas fait. L'homme qui riait si confortablement sur notre lit, s'est révélé être exactement ce qu'il devait être. Quelqu'un de confortable, uniquement tant que la situation l'était. Marine l'a découvert à un moment, où il était déjà trop tard pour faire marche arrière, et où il n'y avait plus personne pour l'aider. J'ai fêté mes 41 ans. Le mardi suivant, j'ai passé ma soirée seule dans mon appartement, avec une bonne bouteille de vin, un livre que je repoussais depuis longtemps, et avec ce sentiment particulier, très discret à l'intérieur, qu'il est difficile de nommer bonheur, mais qui est plus précis que le bonheur lui-même. C'était le sentiment d'un homme qui sait qu'il a fait ce qui était juste. Pas ce qui est cruel, mais ce qui est juste. Il y a une différence. La cruauté, c'est infliger de la douleur simplement parce qu'on en a le pouvoir. La justice, c'est quand la douleur devient la conséquence exacte et méritée, des choix d'une autre personne. Je n'ai pas causé de douleur. Je n'ai simplement pas fait obstacle aux conséquences. Avant de m'installer à table, je suis passé par le fleuriste près de chez moi. J'ai acheté des gerberas jaunes, je les ai disposées dans un vase en verre tout simple, au milieu de la table. J'ai servi le vin, je me suis assis, et je les ai longuement regardés, dans le silence de ma nouvelle vie, une vie propre, et qui n'appartenait qu'à moi. Ils étaient magnifiques. Ouais.